Merci l'équipe de France, merci beaucoup. Vous nous avez montré qu'on a un groupe de qualité et que notre sport c'est vraiment pas une somme d'individualité. C'est pas parce que Romain il est blessé que ça s'arrête et qu'on peut plus jouer au rugby. Ce n'est pas parce qu'il y a 13 joueurs qui ont changé d'un week-end sur l'autre qu'on ne gagne plus les matchs. On aura beau faire couler de l'encre et commenter chacune de vos décisions, vos actions vous appartiennent et ce projet que vous avez porté depuis 4 ans et construit ensemble, dans lequel vous nous avez intégrés en tant que supporters, on sait que vous vous battez pour qu'il aboutisse. Et vous avez gagné contre cette redoutable équipe des Fidji. Redoutable physiquement, mais pas vraiment dans le jeu. Et oui, ce sont des test matchs, on serre les fesses pour pas qu'il y ait de la casse. Vraiment, on est comme ça, on va jouer les Fidji, ça va taper fort, mais pourvu que ça pète pas. Et alors là, je peux vous dire que moi, en tout cas, perso, je suis ultra content qu'on soit passé par la casse Fidji sans avoir de casse. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages ces derniers temps en me disant, mais Charles, en fait, t'es toujours gentil, tu passes ton temps à dire du bien des joueurs, etc. Tu veux pas te lâcher et dire des trucs un petit peu plus durs, dire réellement ce que tu penses. Comme si j'étais toujours content et que ma perception, elle était voilée par un écran de féerie et que ma vie, c'était un tableau de chimère colorée. Bref, vous voulez que je me lâche sur mes analyses et que je dise réellement ce que je pense, et c'est ce que j'ai répondu, je le fais tout le temps sur les analyses sur le jeu. Sur tout ce qui est choix et décision, j'ai pas d'avis personnel. En fait, j'essaye juste de comprendre ce qui se passe en fait dans la tête du staff, comment est-ce qu'ils réagissent, etc. Essayer de comprendre les enjeux et ce qui se passe en termes de gestion. Par contre, sur le match, j'aime bien tailler. Et là, pour ceux qui me connaissent pas, je vais faire une analyse du match qui va sûrement nuancer en fait la victoire. Parce qu'on va pas se leurrer, on a quand même joué une équipe des Fidji qui était pas rodée. Pour pas dire qu'elle était faible, elle était juste pas rodée. Alors on va débriefer ce match, mais avant, si t'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner, de mettre la petite cloche, de lâcher le petit pouce bleu avant de voir le contenu de la vidéo, sinon tu vas oublier après, et on est parti, parce que c'est bon pour l'algorithme. Un match de rugby, c'est difficile de le gagner quand ta conquête, elle est défaillante. Côté fidjien, la touche, elle a été catastrophique. Au-delà de l'efficacité du compte français, parce qu'on peut le dire, Verhaeghe et Cretin, et même Flamand, ils ont été bons en touche et ils ont vraiment embêté cette équipe fidjienne sur les contres. Moi j'ai quand même senti en fait du flottement chez les Fidjiens, c'est-à-dire que il y a beaucoup de touches qui sont pas arrivées au bout et je connais rien à ce secteur, donc je peux pas vous dire si c'est un problème de communication et de coordination entre lanceur, sauteur et lifter, ou si c'est juste le lanceur qui a envoyé des pizzas. En tout cas, toujours est-il que la touche, il y a eu un paquet de touches qui ont été perdues par les Fidjiens. Après, les subtilités de cette phase de jeu, elles m'échappent vraiment. Mais les touches, c'est des rampes de lancement qui sont indispensables dans le rugby. Elles te permettent de gagner du terrain, de potentiellement franchir ou en tout cas mettre l'adversaire dans une situation où ils vont devoir circuler et derrière tu vas pouvoir arroser au pied et occuper le terrain. Et c'est ce que je dis souvent, quand tu prépares un match de rugby, les équipes pro, elles choisissent un lancement par exemple sur mêlée ou sur touche, sur laquelle il va y avoir 2 ou 3 options et l'objectif c'est de faire une première fois ce lancement et quand l'adversaire s'y attend, tu mets une sortie différente. Côté fidjien, quand tu regardes les lancements pour les peel-off pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quand tu vas faire comme si tu faisais un ballon porté et le dernier, il arrache en pivot pour pouvoir faire jouer. Ça te permet de garder les lignes de hors-jeu et pour les entraîneurs qui sont intéressés, là, je te mets un petit lien sur une formation sur les ballons portés. En fait, ça te permet tout simplement d'attaquer une zone de fracture en gardant les lignes de hors-jeu comme sur mêlée. Et sur les peel-off fidjiens, tu te retrouves à plusieurs moments avec... déjà, ils n'ont pas été bons en touche, mais en plus, sur les peel-off, tu sens qu'il y a un manque de coordination, c'est-à-dire qu'ils ont été efficaces sur 2 peel-off dans le match, mais sinon, sur le reste des peel-off, en fait, tu te retrouves avec le mec qui arrache et qui se retourne et qui cherche en fait son talon. Donc soit ça, c'est la France qui a totalement déstructuré et fait déjouer les Fidjiens, mais a priori, à ce niveau-là, sur un peel-off comme ça, c'est plutôt du manque de coordination et de repères. A contrario, quand tu prends la France, je trouve que les lancements sur touche de la France ont peut-être été ceux qui ont été le plus aboutis. Notamment ces 2 lancements qui sont similaires avec une touche à 5 avec déviation. Dans le premier cas, tu prends le centre de terrain et dans le deuxième cas, tu déplaces le ballon. Et il y a un point qui a attiré mon attention. C'est peut-être pas grand-chose et je serai sûrement plus vigilant à l'avenir car j'ai l'impression que ça n'arrive pas souvent. Normalement, quand tu prends le centre du terrain sur un lancement de jeu en touche, soit tu as des avants qui basculent sens pour venir agresser la ligne sur du jeu direct, soit tu passes par un profil plus lecture pour déplacer le ballon. Ce que j'appelle un profil lecture, c'est un profil passeur. Et bien là, c'est Movaka, un talon, qui vient faire office de relais pour continuer à déplacer le ballon. J'ai trouvé ça étonnant, mais en réalité ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un profil lecture qui va juste faire une passe pour continuer à déplacer le ballon, tu vas utiliser ton talon dans le sens qui lui va te permettre de décaler ton profil lecture et son joueur dans l'axe un cran plus loin. Et donc ça amène à une situation de micro-franchissement. Ce qui est déjà pas mal sur touche, parce que sur touche, c'est pas la même chose que sur mêlée. Franchir sur des déviations directes en touche, généralement, c'est une faute de la défense. En fait, tu essayes de franchir ou de déstabiliser après un point de fixation. Movaka, je vais pas trop m'attarder dessus, mais il a quand même fait une prestation de dingue.
Le mec, il te fait 80 minutes en commençant au talon et il termine 3ème ligne L en te mettant des chic-chac. Bon, j'adore. Il te met un magnifique cadrage débordement sur une contre-attaque. Honnêtement, j'ai l'impression qu'avec Ramos, il a dû lui mettre une pièce. Non, mais de toute façon, toi, t'es pas capable de faire des chic-chac. Tu les fais juste comme ça quand on est entre nous, mais en match, tu le feras jamais. Et à mon avis, il a dit, hey, Galtier, tu me fais passer 8, s'il te plaît, je vais lui expliquer à Ramos que moi aussi, je sais le faire. En tout cas, un régal. Pour en revenir aux Fidjiens, ils se sont fait ouvrir en touche. Je me suis intéressé à leur stratégie de sortie de camp. Tu joues la France, tu sais que c'est solide. Soit tu décides de sortir les ballons en touche, soit tu décides de les garder sur le terrain. Et tu peux évidemment t'ajuster en cours de match. C'est-à-dire que si tu as décidé de sortir tous les ballons en touche, mais que t'es pas bon en touche et que sur le contre, t'es pas du tout efficace, autant les laisser sur le terrain. Avec les Fidjiens, j'ai l'impression que c'était aléatoire. Ils laissent le ballon sur le terrain à des moments critiques, notamment après avoir récupéré un ballon sur une possession française à 5 mètres de leur en but, et à des moments où tu sens qu'ils sont dans le coup, ils le sortent en touche. Est-ce que c'est la fiabilité au pied de leur relayeur qui était pas là? Mais je sais pas, mais en fait, à un moment, ils te récupèrent un ballon et tu te dis, mais stop, en fait, là, t'as failli prendre un essai par la France qui coupe. Et non, ils te laissent le ballon sur le terrain. Après, tant mieux pour Jaminet. Jaminet, ça lui a permis d'avoir en fait des ballons à se mettre sous la dent et il nous a montré aussi que sur contre-attaque, ouais, il a son mot à dire, il est invité. C'est pas que le jeu au pied, Jaminet. Parce que tout le monde l'a réduit à ça. Mais d'un côté, c'est quand même ce qui a fait notre force sur le Grand Chelem en 2022 d'avoir Jaminet en tant que buteur et sa longueur de jeu au pied. Eh bien, sur ce match, j'ai l'impression d'avoir retrouvé cette équipe de France ultra efficace en défense. J'avais fait une vidéo sur la défense du 15 de France où je lâche des tips. Si tu l'as pas vu parce que vous êtes nombreux en fait à arriver sur la chaîne et vous avez sûrement pas vu toutes les vidéos, je vous la mets là. Honnêtement, moi je la trouve vraiment intéressante et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Et ben là, j'ai été vraiment impressionné par le coffre des mecs en fait sur la capacité à venir monter et agresser l'adversaire après des jeux au pied longs. Vraiment impressionné. On a eu le droit à une organisation défensive sur les montées de très très haut niveau. Sur les jeux au pied de sortie de camp, regardez le nombre de Français qui réussissent à reformer une ligne pour aller chercher les Fidjiens dans leur camp. Et cette capacité à chasser haut et faire tomber vite, elle nous a amené à récupérer des pénalités. Ceux qui se posaient des questions sur Danty en disant ouais mais Danty il est peut-être pas au niveau, c'est ce que je vous ai dit, on est sur des matchs de préparation. Danty je pense que là il a mis pas mal de monde d'accord. Il a 3 contests où il récupère des pénalités. Quand tu joues une équipe comme les Fidji, tu sais que c'est des joueurs qui ont un coffre énorme et qui sont ultra solides en bas. Et je pense que ça faisait partie des consignes de venir les faire tomber très bas. Et je trouve qu'on a eu cette capacité du coup à les faire tomber bas, à être organisé sur la ligne défensive dans le jeu courant, j'en parle pas trop, mais oui on a été organisé dans la ligne défensive dans le jeu courant, à les faire tomber bas et à avoir en fait cette capacité de lecture rapide entre te dire ok je viens contester les ballons, ok je viens contre-roquer ou ok je laisse. Et cette connexion entre plaqueur et le joueur qui vient au contexte, je l'ai trouvé vraiment excellente. Et donc le retour de Jaminet avec son jeu au pied, une défense ultra efficace et des gros contests, ça te rappelle quand même pas mal le schéma qu'on avait vu en 2022. Pour ceux qui sont inquiets en fait pour l'équipe de France, ce que j'ai dit, oui en 2022 on a vu des choses, en 2023 on les a plus vues ou moins vues, mais vous inquiétez pas, je suis persuadé que pour la Coupe du Monde ça sera pas la même chanson. Et j'ai noté un point, je vais vous le partager, car j'ai longuement réfléchi là-dessus et j'ai pas vraiment d'avis. Jaminet il a un très long jeu au pied. Et pour Galtier, il dit même que c'est un des jeux au pied les plus longs du circuit mondial, voire le plus long. Donc que ça soit Jaminet qui prenne le jeu au pied dans des phases de jeu courant, ça choque personne et moi ça me surprend pas. En revanche, il y a ce moment-là où on récupère une pénalité et c'est Astoy qui décide de prendre la pénale touche. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est une volonté imposé par le staff de dire ok, Jaminet dans le jeu courant et par contre Astoy sur les pénages touche, c'est toi qui le prends. Comme ça on te permet de te donner confiance aussi et avec ton jeu au pied, il faut que tu prennes du jeu au pied parce que s'il n'y a pas Jaminet, c'est potentiellement toi qui le prends. Ou est-ce que c'est une prise d'initiative spontanée des joueurs? Si tu as un avis là-dessus ou des informations, dis-le moi, je veux bien que tu me le notes dans les commentaires parce que moi j'ai un petit peu réfléchi là-dessus et j'ai vraiment pas trouvé de solution. Après j'ai envie de dire heureusement qu'on a été organisé en défense. Je dis pas que c'est simple, loin de là, mais en fait quand tu vois la capacité des Fidjiens à circuler et à s'organiser offensivement, waouh, ça a été lent. Si tu prends l'exemple de cette mêlée fidjienne, les 3/4 ils attaquent très bien là-dessus, il n'y a aucun doute. Ils vont attaquer une zone dans laquelle la défense sera obligée de concéder du terrain. Eh bien tu te retrouves en bout de ligne avec l'équipe fidjienne coupée en deux. Tu as 6 Fidjiens dans un ruck avec les avants qui se font cabosser en mêlée et qui sont tous à la bourre. On peut d'ailleurs féliciter le pack français pour cette mêlée, parce qu'ils la font pivoter vers la droite. Du coup les joueurs fidjiens, ils ont un petit peu plus de distance à parcourir pour arriver à destination. Mais si on fait le bilan, on a un lancement de jeu efficace des Fidji avec un gain de terrain qui va se terminer par une sortie lente, 6 Fidjiens contre 0 Français dans un ruck. Maintenant, on arrive sur la partie où je vais commencer à tailler et tactiquement, je nous ai trouvé mauvais. Alors ouais, c'est un match de préparation, mais tactiquement, je nous ai trouvé mauvais. Alors oui, c'est un match de préparation, certes, mais toujours est-il que sur les choix de lecture, je nous ai pas trouvé bon. On a fait beaucoup d'erreurs de lecture de situation. Prenons cet exemple sur mêlée. Le choix du lancement sur le fermé, c'est le bon car il n'y a personne. Donc tu te projettes rapidement avec Biel barré face à personne. C'est évident. Serein, il fait le bon choix, il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, il prend une décision qui n'est pas la bonne.
sur un départ comme ça, si tu veux faire gagner de l'espace ou du temps à ton ailier, tu vas essayer de couper la connexion du troisième ligne adverse et de le ralentir ou de le gêner. Donc on voit clairement Serein qui a le coup d'œil pour prendre les informations et essayer de le faire. En soi, ça peut paraître normal, mais ce qui est dérangeant, c'est que tu t'es fait enfoncer en mêlée. Et donc, tes soutiens offensifs, ils vont être plus longs à arriver. C'est exactement la même chose que sur la mêlée des Fidjiens tout à l'heure. Donc, tactiquement, vouloir ralentir un défenseur n'est pour moi pas la meilleure option, car si le porteur de balle se fait plaquer, t'es le seul à pouvoir être présent rapidement pour conserver. Donc, sur un lancement de jeu où tu attaques la bonne zone, tu te retrouves avec une perte de balle. Et Serein vient de rentrer, il est pas cramé, hein. Et 2 minutes plus tôt, sur une touche, il break, c'est vraiment super. C'est le premier ballon qui touche, il a un franchissement de 45 mètres. Mais il va avoir une course que je trouve extrêmement bizarre. Ce jeu dans la défense, tu le travailles et les joueurs, ils apprennent à changer de couloir de course. Par exemple, un mouvement qui semble évident, c'est que Cretin, il passe à l'extérieur de Serein. Cela permet à Serein d'arrêter gentiment le dernier défenseur. Et pour moi, Cretin, il anticipe cela, il met un appui pour passer à l'extérieur. Et là, Serein, il s'en mêle les pinceaux. Tu sens qu'au début, c'est son intention de pouvoir venir fixer et puis de décaler Cretin. Sauf qu'il remet un appui vers l'extérieur. Et on part dans des tchic-tchac. Et Cretin, il sait plus où aller. Et on se retrouve avec une situation de franchissement sur laquelle c'est possible d'aller plus loin. Mais tactiquement, on s'en sort pas. Alors, je cite Serein là sur les 2 erreurs de lecture. Et pourtant, j'ai bien aimé son entrée, hein. Qui apprécierait pas son entrée? Premier ballon qui touche, il gagne 45 mètres. Par contre, 2 erreurs de lecture en 3 minutes. Sur cette séquence, Aldrit, il se retrouve dans une situation confortable. Tout le monde crie, il ne joue pas le 2 contre 1. Alors je vais le charger parce que oui, même si le défenseur est en train de temporiser et qu'il a ses épaules et son bassin déjà orientés pour défendre sur Biel Barré sur le temps de passe, pour glisser sur le temps de passe, je pense qu'à 10-12 mètres de la ligne d'en-but, Biel il est capable de finir. Alors on voit Aldrit qui veut faire la passe, mais quand il voit l'orientation du défenseur, il prend ce qu'on appelle un faux trou. Tu penses que tu vas y aller et paf, non. Dans une autre zone du terrain, je pense que ça pose pas de problème et pas de souci qu'il fasse ça, car tu préfères que ça soit un troisième ligne qui aille au chagrin, dans un espace qui se ferme progressivement, car ça va laisser ton ailier plutôt disponible pour circuler sur un second temps de jeu. Mais à 10 mètres de l'embut adverse, en fait, je suis pas d'accord, fais confiance à ton ailier, tu sais qu'il a les pattes, il va te mettre un tchic-tchac, en fait, il est juste là pour ça, Biel Barré, il est là pour terminer les actions. Et donc pour moi, erreur tactique de Aldrit à ce moment-là. Sur une autre zone du terrain, ça serait pas forcément une erreur. En revanche, à 10-15 mètres de la ligne d'embut adverse, c'est une énorme erreur. Et sur cette mêlée en première mi-temps, on a un lancement de jeu sur lequel on gagne du terrain. Sur un gain de terrain assez net, t'as un principe très simple et qui est efficace. T'inverses le sens du jeu et tu rejoues sur les joueurs hors jeu. En l'occurrence, là, c'est des Pilachou qui se relèvent de la mêlée. Mais là, j'avais pas compris cette passe à Cretin qui est en train de basculer. Je m'étais dit, ok, c'est peut-être une variante pour faire jouer un joueur en pivot qui bascule. Mais dans ce cas, pourquoi il prend le ballon et en fait il revient vers la source. Bref, je comprenais pas, jusqu'à ce que je vois la position de l'arbitre. En effet, c'est lui qui coupe les transmissions. Et alors là, ça va être assez rigolo, vous allez voir, c'est que soit on peut continuer sur les mauvais choix, ou soit on peut basculer sur l'arbitre. Là, tu vois Biel Barré qui franchit, et il prend l'information sur Moefana. Et c'est la même situation que tout à l'heure avec Serein. T'as Moefana qui change de couloir de course, mais Biel Barré, il décide de négocier son duel tout seul. Et cette action, elle amène un essai. Pourtant, elle amène un essai, c'est ça le pire. C'est-à-dire que tu fais des erreurs, mais ça t'amène à un essai. Alors, on va reprendre sur l'arbitrage. Alors après, l'arbitrage, je me lance dans un truc qui est assez complexe parce que j'aime pas parler sur les arbitres. Et surtout, l'arbitrage, tu peux reprendre toutes les actions et les tourner dans un sens généralement comme dans l'autre. Alors, j'essaye de rester factuel sur ces analyses. Comme je le disais dans la vidéo des Fidji, les Fidjiens, ils sont considérés comme une petite équipe et ils sont arbitrés comme une petite équipe. Prenons la passe de Hastoy qui amène ce franchissement de Biel Barré et l'essai de Movaka. Elle est pas en avant. Au début, j'ai voulu me caler sur les pieds de l'arbitre de touche. Mais en réalité, il bouge légèrement son appui au dernier moment. Alors je me suis aligné par rapport au siège vide. Si tu prends l'endroit où Hastoy lâche le ballon et l'endroit où Biel le prend, pour moi, ça ne me choque pas s'il y a vidéo sur l'essai ou si l'arbitre il siffle en avant. Ensuite, sur un contest de Danty, il conteste 3 ballons, très bien. Mais on va s'attarder sur le plaquage. C'est pas un contact épaule-tête ? Ok, t'as envie de coffrer le ballon, mais la sécurité des joueurs, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les nations dominantes. Les Fidjiens, c'est pas parce qu'ils sont solides, en fait, que t'as le droit de leur mettre les épaules dans la tête. Alors ouais, ils sont durs au mal. Ouais, ils râlent pas. Ouais, ils sont résistants. Mais le règlement, pour moi, c'est le règlement. Je suis désolé, Danty, là, sur cette action, il récupère un ballon juste après un contact épaule-tête. Même action avec Cross, on est sur une super séquence défensive, il y a une cartouche à 2 qui part. Pour ceux qui savent pas, une cartouche à 2, c'est un plaquage à 2. Et là, pour moi, encore, il y a un contact épaule-tête. Et je dois te paraître relou à dire des trucs comme ça. Ouais, mais on a gagné, nanani. Non, mais au bout d'un moment, le règlement, c'est le règlement. Contact épaule-tête, la priorité, c'est que notre sport, il puisse continuer. Et on fait tout pour la préservation de l'intégrité physique des joueurs. Quand tu vois ce qu'ils se mettent dans la tronche, je suis pas d'accord, en fait, il faut les préserver. Mais ça te choque, là, s'il y a vidéo, ralenti et carton rouge? Perso, ça me choque pas. Quand c'est pour
pour Farrell, tout le monde est content que Farrell prenne un carton rouge. Pas moi, parce que je pense que ça dénature un petit peu l'Angleterre et j'aurais bien aimé qu'il participe à la Coupe du Monde, mais en fait, il n'y a pas photo, c'est contact épaule-tête, merci, au revoir, au même titre que tout le monde. Comme sur ce franchissement, tu n'as pas le droit de ramasser le ballon quand tu es dans un ruck à partir du moment où tu as un pied devant l'autre. Movaka appartient au ruck puisqu'il a son avant-bras qui est posé dessus. Il a un pied devant et il décide de partir en pick and go. Et quand tu regardes l'arbitre, il ne s'occupe pas de l'attitude des Français, ça me choque, à aucun moment. Tu as deux soutiens offensifs français qui arrivent en plongeant littéralement, il n'y a pas d'autre mot, ils plongent, ils perdent leurs appuis. Alors ouais, je sais qu'on laisse un avantage à l'attaque, etc. Mais franchement, c'est des Irlandais qui font ça, mais t'as envie de les insulter. Il n'y en a pas un qui fait l'effort de rester sur ses appuis. Donc déjà, tu peux te faire sanctionner pour ça. Mais non, l'arbitre, lui, il s'occupe de la ligne de hors-jeu des Fidjiens. Et regarde la ligne de hors-jeu des Fidjiens. À la limite, pourquoi pas si les Fidjiens, ils ont reculé. Mais non, là, c'est la France qui a reculé sur la séquence. Regarde, les Français, ils sont tous en train de se replacer et reculer. Les Fidjiens, ils ont gagné du terrain, donc ils sont dans l'avancée. Mais on va regarder une potentielle faute des Fidjiens. On continue sur l'arbitrage. Et là, tu prends ce ballon porté. T'as déjà vu se faire sanctionner des équipes pour un contact. Pour un contact, c'est quand tu as des joueurs qui sont devant le porteur du ballon et que le porteur du ballon a du coup le ballon évidemment et qu'il vient au contact de ces joueurs. Et donc c'est une position de hors-jeu puisque tu empêches les défenseurs d'intervenir sur le porteur du ballon puisqu'il y a des joueurs qui font bloqueur. Et ça peut arriver souvent ça sur des ballons portés. C'est-à-dire que tu te délies du ballon porté et tu viens te relier. C'est une faute. Et bien là, on est à la 20e minute, l'arbitre il n'est pas fatigué et clairement, on a Aldrit qui n'est lié à personne. Et il va revenir au contact des Français sans souci. Et l'arbitre ne dit rien. Alors oui, je sais, si tu regardes cette action en fin de match, tu vas dire, bah ouais, les Fidjiens aussi, ils plongent. Ok, d'accord, mais quand t'es à la 75e minute et que t'as plus de 20 points d'écart, c'est pas la même chose que quand t'es à la 20e minute et que le match est serré. Et je le pense sincèrement, les Fidji, ils sont arbitrés comme une petite équipe. Et la France, nous, on est arbitré comme une grande équipe. Et ça nous fait du bien un petit peu quand même, non? Mais ça va se passer comment quand tu vas jouer la Nouvelle-Zélande, l'Irlande ou l'Afrique du Sud? Parce que là, si tu commences à revenir sur l'en avant qui amène l'essai de Movaka, si tu commences à revenir sur ce contact sur le ballon porté, sur les deux épaules-têtes qui peuvent mériter un carton rouge, je suis pas sûr qu'on te laisse passer tout ça. Hein. Et c'est pour ça que je nuance en fait la performance de l'équipe de France. Entre les erreurs tactiques de lecture et ces fautes qui auraient pu être sifflées, le match il peut basculer un petit peu du tout au tout quand même. Si tu rajoutes à ça en plus la difficulté qu'ont eu les Fidjiens à circuler dans le jeu courant et à avoir des lancements de jeu propres, après on est sur un match de préparation et c'est la même pour tout le monde. On sait que la France, là, toutes ces erreurs, moi je vous l'ai dit, je suis sûr que le staff du 15 de France, ils vont les voir. Hein. Et je pense que c'est pour ça que Galtier, il est moyennement content après la performance. Alors c'est toujours à chaud, mais il sait très bien que sur la lecture, on n'a pas été bon parce que ça, tu peux l'analyser en direct. Après, sur toutes ces petites fautes, je pense que ouais, on a bénéficié quand même d'un arbitrage qui a été favorable sur le match. Mais on sent que ça monte, c'est-à-dire que là, on sent que tu vois, il commence à y avoir plus de prise d'initiative, du rythme et tout. Et c'est le but des matchs de préparation. Tout le monde crie non, pas de match de préparation tranquille. Hein. Regarde, là, ça commence à monter un petit peu, non? Alors maintenant, j'envoie un petit message pour tous les entraîneurs et ceux qui veulent me soutenir. Je viens de sortir un abonnement à 30 € par mois sur lequel je vais produire des formations. Donc là, il y a déjà une formation qui dure 1h30 sur comment attaquer à partir de ballons de portée. Donc je définis toutes les zones et j'explique tous les processus décisionnels. Attention, je suis pas en train de dire il faut faire comme ça, mais juste je structure et je présente de façon rationnelle ce que les équipes pro font. C'est pas moi qui invente, qui interprète. Moi, j'essaye juste de structurer et je présente tout ça. Il y a ces parties aussi sur formation sur les micro-attaques, sur les attitudes au contact. Et je vais envoyer tout ça et moi ça me permet en fait d'avoir un financement plus régulier. Si vous avez la possibilité de me soutenir comme ça, enfin ceux qui connaissent mes formations déjà, il y en a déjà quelques-uns qui se sont mis sur l'abonnement parce qu'ils apprécient le travail que je fais. S'il y en a qui veulent juste payer, vous pouvez découvrir et si ça vous plaît pas, vous pouvez partir au bout d'un mois. Si vous voulez me soutenir mon travail et que vous avez les moyens, vous pouvez aussi le faire. Un gros merci à ceux qui n'ont pas les moyens mais qui partagent, qui like, à tous ceux qui me lâchent un petit peu d'argent tous les mois, si c'est 1 € ou 2 €. Et ben en fait ça fait que je peux produire de plus en plus de vidéos. J'espère que le contenu il vous plaît. J'essaye de moi pouvoir m'en sortir et de continuer à produire un taf de qualité. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Et vraiment un énorme merci à tous parce que ça me fait plaisir là de voir le nombre de vues qui commence à grandir, la communauté qui s'agrandit. J'essaye un maximum de répondre aux messages, mais je vous avoue que ça prend beaucoup de temps. Donc de temps en temps, je réponds et puis je vois pas les réponses, etc. Donc si je vous réponds pas, c'est pas que je vous ai zappé, c'est juste que vous commencez à être nombreux et c'est tant mieux. Et un gros merci à Mathieu, le monteur qui m'aide, parce que sans lui, ça aurait pas été forcément possible de le faire. Et puis on se revoit bientôt à Strasbourg. Allez, topette!